Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Oliver Bischoff. Au nom du comité d'organisation de la conférence ICSA, que je co-dirige avec Peter Adams, juste à côté là-bas. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Vous êtes très nombreux ce soir. C'est extrêmement surprenant, mais c'est super bien. Et nous vous remercions chaleureusement de votre présence qui témoigne du désir d'apprendre et de comprendre comment mieux vivre demain. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à l'Institut Pasteur pour cette session scientifique dédiée au public, pour vous. Il s'agit d'un lieu emblématique et illustre, entre autres, pour le développement de plusieurs vaccins et pour l'isolement du virus du sida, avec ses 11 centres de recherche, par exemple en immunologie, neurosciences, biologie cellulaire, etc. L'Institut Pasteur œuvre pour la santé publique afin de trouver de nouvelles approches thérapeutiques. C'est ici qu'il y a environ et déjà à peine 17 ans que j'ai développé avec d'autres personnes mon projet de recherche dans le domaine de la sénescence. La sénescence est un processus cellulaire décrit initialement par M. Hayflick en 1961. Et ce processus est souvent associé au vieillissement, mais il s'agit aussi d'un processus qui peut être utilisé à des fins thérapeutiques. Pour en savoir plus et sans plus attendre, je vous laisse avec monsieur le professeur Eric Gilson, qui est chercheur renommé dans le domaine de la sénescence et du vieillissement dans l'Institut IRCAN à Nice. Merci beaucoup pour être venus, assez nombreux, et bonne chance et participez bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis aussi ravi d'être là et de pouvoir participer, contribuer à cette session ouverte au public. Il faut bien que vous compreniez que nous tous, Oliver, les scientifiques qui sont avec vous, on sort de 3 jours très intenses, on a beaucoup travaillé et on est très fatigué, mais on est encore très content, j'allais dire, à titre personnel, mais je pense que c'est partagé par mes collègues aussi, très émus de faire cette session, parce que ce n'est pas du tout dans nos habitudes, et ça veut dire qu'on avait des mauvaises habitudes jusqu'à présent, et que peut-être que maintenant, grâce à Oliver qui a eu cette excellente idée, on va avoir des bonnes habitudes de transférer en direct, et surtout vraiment avec les acteurs de la recherche et de la médecine de demain, vraiment avec vous, qui avez bien voulu venir, et puis quand vous rentrerez chez vous, peut-être que vous en parlerez aussi à vos proches, etc. Et je pense que il ne faut pas que ça reste un moment unique, il faut que ce soit un peu systématique dans nos conférences, et comme disait Oliver, le fait que vous soyez très nombreux est la preuve de l'importance. Le deuxième point que je voulais dire un peu avant, et en complément de ce qu'a dit Oliver, c'est que l'idée, c'est pas de faire un cours. Ce serait idiot, évidemment. Je vais rentrer dans des aspects scientifiques, disons, pour essayer de vous faire comprendre, de vous accompagner dans une connaissance qu'on est en train d'acquérir, mais surtout, ce qui est important, c'est que vous posiez des questions. En fait, ce que je vous dis, c'est ce que je dis aux étudiants à qui je donne un cours. Je dis, surtout, pour moi, le bon signe, c'est quand vous m'interrompez, ça veut dire que le cours est bien, vous avez envie de poser des questions. Alors soit parce que ça va trop vite, soit parce que ça va pas assez vite, soit parce que je dis des bêtises, parce que vous ne comprenez pas ou parce que vous savez tout, mais poser des questions, c'est très bien. C'est-à-dire que même là, le petit exposé sans prétention que je vais vous faire pour essayer de vous résumer la conférence qu'il y a eu pour susciter des questions, même si vous avez envie de m'interrompre parce qu'à la fin on ne se rappelle pas, etc., vous le faites et c'est tant mieux. Et donc après cette petite introduction, vous avez avec vous, parmi les acteurs de la recherche d'abord et de cette conférence, qui ont chacun leur domaine de spécialité, de connaissances, et vous pourrez directement vous aurez les réponses directement donc par les acteurs finalement de cette recherche.
Voilà, c'était un peu les précautions oratoires que je voulais prendre. Alors, dans la petite présentation que je vous fais, je vais essayer de vous expliquer. En fait, il y a un message principal, d'accord ? Et le message principal, c'est l'aboutissement, et c'est pour ça aussi qu'Oliver paraissait si ému et si excité, qu'on est tous si émus et si excités, c'est vraiment l'aboutissement de pratiquement 50 années de combat de beaucoup de chercheurs, qui n'a pas été initié par nous directement, et comme Oliver l'a dit, a été initié par un monsieur en Californie qui s'appelle Leonard Deflick, qui a découvert quelque chose auquel personne ne croyait à l'époque. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'en 1960, quand les gens pensaient vieillissement, ils pensaient que c'était un mécanisme qu'ils ne comprenaient pas, que l'on observe, que ce soit le vieillissement normal, que ce soit les maladies qui sont associées au vieillissement, tout ça c'était connu, mais les gens étaient persuadés que les mécanismes sous-jacents à ce vieillissement n'avaient rien à voir avec les cellules. Et très modestement, je dois dire que ce concept, ce dogme, a vécu très longtemps, a été propagé par des expériences qui ont été faites par un médecin français de renom à l'époque, qui s'appelait M. Alexis Carrel. Et ce monsieur Alexis Carrel avait fait des expériences qui montraient, enfin que lui pensait montrer que les cellules qu'on pouvait cultiver dans le laboratoire, en fait, étaient immortelles. Donc si les cellules sont immortelles et que nous, en tant qu'organisme, nous sommes mortels, ça veut dire que le vieillissement n'a rien à voir avec les cellules. Donc en fait, on a vécu avec ce concept jusqu'en 1960, et en 1960, enfin plus exactement publié en 61, M. Deflick a refait des manips similaires en utilisant d'autres types de cellules, et en fait les cellules étaient en laboratoire, en fait avaient une durée de vie limitée. En fait, elles ne mouraient pas, mais simplement elles s'arrêtaient de se diviser. Vous savez, on est dans l'Institut Pasteur, comme disait Oliver, et un des grands noms de l'Institut Pasteur, prix Nobel, qui nous a malheureusement quittés il y a quelque temps, M. François Jacob, disait que le rêve d'une bactérie, c'est de devenir deux bactéries. Donc quand vous êtes une cellule, quand vous êtes une cellule œuf, et que vous voulez devenir un organisme, un jeune enfant, un adulte, une personne qui va donc vivre sa vie, en fait ce que vous faites, c'est que vous divisez vos cellules, pas seulement pour former vos organes, mais aussi pour les renouveler tous les jours. Donc la division des cellules, c'est vraiment central en biologie. Et en fait, ces cellules, ce phénomène totalement nouveau à l'époque, qu'a découvert M. Deflick, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces cellules s'arrêtaient de se diviser. C'est-à-dire qu'en fait, elles étaient encore vivantes, elles respiraient, elles avaient leur métabolisme actif, mais elles s'arrêtaient de se diviser, plus que ça, elles changeaient de forme, etc. Et ça, c'était totalement en opposition avec ce qu'observait donc Alexis Carrel, où les cellules se divisaient de manière infinie. Il a eu beaucoup de mal à publier. Il n'aurait pas eu d'ANR, je pense. Il n'aurait pas eu de Grant à l'époque s'il avait proposé ce projet. Et il a eu beaucoup de mal à publier, et il a publié dans un journal de très très bonne tenue, mais disons qui n'est pas les top journaux médiatiques tels qu'on les connaîtrait aujourd'hui, comme Nature ou Cell, où on rêve tous de publier. Et donc en fait, pourquoi ça a été un combat ? Parce qu'en fait, si les cellules, au moins en laboratoire, sont, entre guillemets, peuvent vieillir, ça veut dire qu'en fait, on peut étudier, l'enjeu était vraiment important, ça veut dire qu'on peut étudier le vieillissement au niveau des cellules. Si on peut étudier le vieillissement, c'est pas facile. Une souris, ça met 3 ans à vieillir. Nous, évidemment, beaucoup plus. Tous les organismes qu'on a en laboratoire, disons, qui ressemblent le plus à l'homme, ça met du temps. Donc, pour observer un effet de certaines situations expérimentales sur le vieillissement, c'est très long. Mais si on peut travailler au niveau d'une cellule qui va se diviser en 24 heures ou s'arrêter de se diviser, qu'on peut manipuler facilement, ça change tout. Donc, l'enjeu était énorme, et un grand nombre à la suite de Leonard Deflick, un grand nombre de chercheurs se sont battus pour vraiment essayer de passer de ce concept cellulaire, de vieillissement cellulaire, au concept de vieillissement de l'organisme. Et comme M. Deflick était quelqu'un en fait, toujours vivant, de très intelligent, il n'a pas utilisé le mot vieillissement cellulaire. Justement pour dire, attention, là je regarde un phénomène cellulaire, je ne sais pas encore si c'est un phénomène de vieillissement au niveau de l'organisme.
Et il a employé le mot de sénescence, sénescence cellulaire. Et c'est le mot qui a été gardé. Donc ça veut dire, quand on parle de sénescence, nous, biologistes, on parle de sénescence au niveau des cellules, si vous voulez, en complément du mot vieillissement qui concerne le vieillissement au niveau de l'organisme. Et toute la question depuis 1961, et c'est pour ça qu'on est tous contents et qu'on a tous le grand sourire, c'est que cette question a été en grande partie tranchée il y a à peine un an, un peu plus d'un an, je vais vous dire comment, et qui a montré de manière expérimentalement solide, très solide, robuste, qu'en fait, effectivement, ce qu'avait vu l'idée des flics était correcte, le vieillissement des cellules reflète pas forcément tous les mécanismes, mais en grande partie les mécanismes du vieillissement. Et ça, je peux vous dire, c'est une vraie révolution en biologie, pas seulement pour le vieillissement, mais pour la biologie en général. C'est pour ça que, alors j'étais un peu long sur la première dème, en fait je vous ai déjà tout dit, alors comme ça c'est fait. C'est pour ça que sur cette diapositive, là vous avez, alors évidemment c'est très très schématique et ça ne veut rien dire d'une certaine façon, mais c'est juste une cellule, vous avez des notions d'une cellule, vous savez que c'est vraiment l'unité fonctionnelle du vivant, hein, c'est ce qui fait c'est ce qui constitue tous nos organes, et qui a dedans un noyau qui a notre information génétique, hein, très schématiquement. Et que nos cellules, dans chacun de nos organes, elles sont spécialisées. Un neurone, c'est très différent d'une cellule du foie, d'une cellule de la peau, etc. Mais toutes ces cellules ont en commun la possibilité, une fois donc ça, une cellule jeune, elle est en bonne forme, et quand elle devient vieille, comme je vous disais, elle change de forme, et elle s'arrête de se diviser, hein, c'est vraiment sa caractéristique principale. Et pourquoi j'ai mis cette image? D'abord parce que je la trouve très belle, et aussi parce qu'elle reflète le fait que le vieillissement est un phénomène très général dans la nature, et que c'est une des questions, peut-être d'une certaine façon pas philosophique, mais disons on est un peu à la frontière des modèles que l'on peut avoir, de savoir dans quelle mesure le vieillissement tel qu'on connaît, tel qu'on peut le voir sur cet oiseau, est quelque chose qui a un avantage dans la nature. On en reparlera peut-être un peu, vous aurez peut-être des questions autour de ça. Donc donc je vais rentrer dans le cœur du sujet quand même, enfin, diapositive suivante. Ah, c'est moi qui les passe, oui c'est vrai. Oui, non, ça c'est juste quelques chiffres, je crois que tout le monde sait. Si on est là à en parler, c'est que maintenant c'est plus un secret, c'est pas un scoop que la population vieillit. Pas seulement dans les pays développés, je crois que c'est peut-être le message qu'on n'a pas toujours en tête, c'est qu'en fait toutes les projections démographiques qui sont faites montrent qu'il y a une explosion donc de l'âge moyen des personnes dans les pays, pas seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays, disons, en voie de développement. C'est-à-dire que c'est un phénomène mondial, c'est ça qu'il faut garder. Évidemment, avec des différences suivant les pays. Il y a des pays qui ont des taux de vieillissement, entre guillemets, très très rapides, et même un des champions du monde actuellement du vieillissement, qui est le Japon, a eu un taux de vieillissement, en fait, après la dernière guerre, très très rapide, mais maintenant, ils nous ont, d'une certaine façon, dépassés. Donc, il y a des variations suivant les pays, mais c'est un phénomène, même dans des pays, j'allais dire, moins développés, il y a aussi un vieillissement de la population. Et ça c'est très bien, hein, finalement, on est tous contents de vivre plus longtemps, mais ça a aussi des soucis, et c'est de ça dont on va parler. Le souci, c'est que le vieillissement est un facteur de risque pour beaucoup de pathologies. Alors, je ne parle pas des maladies génétiques très rares qui ont des vieillissements particuliers, on peut en parler si vous voulez, mais dans la population générale, vous, moi, etc., le vieillissement lui-même, en fait, est associé, d'un point de vue statistique, si vous voulez, à l'émergence de toutes les pathologies qu'on connaît, qui sont les pathologies générales qu'on rencontre, le cancer, pas tous les cancers, mais beaucoup de cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les maladies de l'œil, les dégénérescences maculaires, les maladies du poumon. On a un spécialiste du poumon ici qui connaît ça mieux que quiconque. Des maladies métaboliques aussi, comme le diabète, qu'on appelle le diabète de type 2, etc. Donc, et là, c'est l'observation. Là, on n'a aucun mécanisme pour l'instant. Et comme vous le savez, chacune de ces maladies, jusqu'à présent, est traitée de manière séparée les unes des autres, en fonction de leur localisation, de leur mécanisme, quand la maladie est déjà installée ou est en train de s'installer. La grande question, et c'est ça qui, j'allais dire, suscite encore une fois tout notre enthousiasme, c'est évidemment de trouver une relation biologique, j'allais dire expérimentalement accessible, et sur lequel qu'on puisse utiliser évidemment pour aller combattre, voire prévenir ces maladies.
Et la grande découverte qu'avait fait Eflik, en fait, c'est qu'en fait, il a trouvé finalement une cause commune à toutes ces maladies. Quand on vieillit, avant de faire rentrer les cellules dans le dispositif, j'allais dire, il faut garder à l'esprit une chose très importante. Bon, ça apparaît une évidence, mais il faut le dire. Le vieillissement, c'est un mécanisme qui est fonction du temps. Donc, dans tous les mécanismes que l'on étudie, il faut les étudier en fonction du temps. Quand on vieillit, on a 3 façons de vieillir, finalement, en gros, très schématiquement. Donc, on a ce qu'on appelle le healthy aging, c'est-à-dire le vieillissement heureux, sans maladie, ça existe. Et on connaît tous, et j'espère que ce sera votre cas, je vous le souhaite, de vieillir, ce qu'on dit de vieillesse. Alors, mourir de vieillesse, on ne sait pas trop ce que c'est. Généralement, on est très très vieux. Et en France, on n'est pas mauvais. On connaît tous Jeanne Calment. Donc, en fait, c'est un déclin progressif de toutes nos fonctions, mais qui peut être parfaitement harmonieux. D'accord ? Je pense que ça, c'est quelque chose... Alors, c'est pas nous tous à qui ça arrive, mais ça peut arriver. Sinon, pour la plupart des gens, il y a 2 façons, j'allais dire, en termes de mécanismes totalement différentes de vieillir avec des maladies, des pathologies. C'est d'un côté la dégénération, c'est-à-dire vraiment certains organes, donc il y a un déclin progressif, mais j'allais dire ce déclin, cette dégénération s'accélère dans certains organes et donc crée de véritables pathologies parce que l'organe n'est plus fonctionnel, on respire mal, on a des problèmes de régulation du taux de glucose dans le sang, etc. C'est la dégénération. Toutes ces maladies, on a des problèmes de dégénérescence dans le cerveau, c'est les maladies neurodégénératives. Donc c'est la plupart, et souvent ces maladies sont ce qu'on appelle des maladies chroniques. Et puis à l'opposé, vous avez vraiment l'opposé, qui est le cancer, qui est une maladie par excès, par hyperprolifération. Et en fait, ça paraît en apparence, et c'est le cas, des maladies très très différentes. Et notre enthousiasme vient du fait qu'en fait, ces manifestations aussi différentes les unes que pour les autres ont pour origine, en fait, je vais y arriver. Oui, voilà, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Ont pour origine un phénomène cellulaire particulier qui est ce qu'avait découvert M. Eflik en Californie en 1960, la sénescence cellulaire. Et qu'est-ce qui me permet ou qui nous permet d'être aussi affirmatifs ? C'est une expérience, alors je vous passe toutes les intermédiaires, tous les 50 années de combat des biologistes qui ont développé des systèmes de plus en plus sophistiqués pour passer de la cellule à l'organisme et pour vraiment démontrer que ce qu'on voyait dans les boîtes de pétri qu'on a dans nos laboratoires, c'est vraiment ce qui se passe au cours du vieillissement. Je vais y arriver, voilà. C'est cette expérience, après je reviendrai sur la précédente, c'est cette expérience qui a été publiée il y a un peu plus d'1 an, qui a été faite aux États-Unis par un monsieur qui s'appelle Fanderson, et je vous rassure, je vais passer les détails, mais en fait il a développé un modèle de souris particulière qui en fait vont éliminer les cellules sénescentes quand elles apparaissent. Je résume un peu schématiquement, mais en fait c'est assez proche du système. C'est-à-dire qu'en fait, ces cellules sénescentes de la boîte de pétri de M. Eflik, elles existent chez nous quand on vieillit, ça on le savait, mais enfin bon, c'est pas forcément la cause, ça peut être la conséquence du vieillissement. Ça a été un long débat où beaucoup de scientifiques se sont vraiment battus autour de savoir si c'était vrai ou pas. Il a fait une chose simple, il a éliminé les cellules sénescentes, il a demandé qu'est-ce qui se passe pour ces souris. Ces souris, elles vivent en moyenne, pas la longévité maximum, mais en moyenne, elles vivent plus longtemps, de manière notable, à peu près 20%. Et en plus, elles font moins de maladies chroniques. Les souris, c'est comme nous, elles font des maladies liées à l'âge, elles font moins de maladies dégénératives. Et donc ça, vraiment, ça a été, j'allais dire, l'aboutissement de ces 50 batailles, et c'est pour ça que ce qui correspondait au début, j'allais dire, c'est ce qu'a reflété Oliver tout à l'heure en disant qu'une poignée de chercheurs qui étaient convaincus que c'était vraiment vrai, mais en fait, il n'y avait pas la preuve, et puis il y en avait d'autres qui disaient « mais non, c'est juste des artefacts de laboratoire », en fait, a vraiment apporté une preuve. Et du coup, finalement, il y a eu une explosion de recherche, et le succès du meeting qu'a organisé Oliver et Peter à Pasteur pendant ces 3 jours, et cette densité finalement des exposés qu'on a eus, et aussi
ce qui nous a frappé, c'est la jeunesse des intervenants, des étudiants, des postdocs, des jeunes chercheurs impliqués qui vont finalement faire leur carrière dans ce domaine, et vraiment très impressionnant. Donc voilà, finalement, je vous ai dit d'une certaine façon, le principal, c'est que on a enfin, et c'est une vraie révolution, on va voir un peu toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors, j'ai décidé, enfin, j'ai pas décidé, c'est un peu compliqué de faire de la biologie un peu poussée d'une certaine façon, mais il y a quand même 2-3 choses que j'ai envie de vous dire sur les cellules sénescentes. Donc, je vous ai déjà dit qu'elles s'arrêtaient de se diviser. Je vous ai déjà dit qu'elles ne mourraient pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, et souvent, au début, ça a été une erreur, maintenant qu'il est moins, de penser que ces cellules vont mourir. Non, en fait, et c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'elles résistent à la mort. Il y a une forme de mort en biologie cellulaire qui s'appelle l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée, qui s'apparente au suicide, si vous voulez, cellulaire. Et en fait, elles résistent, la plupart du temps, elles résistent. Donc, en fait, on aurait presque envie de dire que vieillir pour une cellule, c'est de ne pas mourir. Donc, c'est une phrase que j'aime bien. Et le troisième caractéristique, et c'est ça qui est vraiment... Alors là, on rentre dans le mécanisme, mais je pense que c'est facile à comprendre. En fait, elles ne vont pas agir uniquement pour elles, ces cellules, elles vont dialoguer avec l'environnement. Et comment on fait pour dialoguer avec l'environnement? On envoie des signaux. Et ce sont des signaux chimiques. Ces cellules sénescentes, va sécréter des molécules qui vont diffuser localement dans l'organe ou passer dans la circulation du sang. Et en fait, on sait que la plupart de ces pathologies, et parfois même des mécanismes très complexes finalement de pathologie, sont liés à cette signalisation extracellulaire qui va diffuser et qui crée, entre autres, un environnement, ce qu'on appelle pro-inflammatoire. Vous savez que l'inflammation, c'est quelque chose de bien, hein, parce que quand on se coupe, si on n'a pas localement des petites rougeurs, ben on cicatrise moins bien. Ça, de cette façon, on le sait tous. Mais trop, c'est négatif, en fait, pour notre santé. Et quand on a une inflammation chronique, en fait, c'est mauvais pour la santé. D'accord ? Et en fait, cette cellule sénescente, en fait, crée un environnement d'inflammation. Et c'est ça qui explique en grande partie toutes ces maladies qui sont si diverses en apparence. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Mais, en fait, il y a une deuxième bonne nouvelle. Et ça, je crois que vraiment, le meeting qu'on vient d'avoir, là, il y avait déjà eu des publications, mais c'est que la cellule sénescente, elle n'est pas seulement, j'allais dire, elle ne fait pas seulement des maladies, mais en fait, elle est bonne pour nous. Elle est aussi bonne pour nous. Et ça, on a beaucoup appris au meeting, et en fait, elle est bonne pour nous, et de manière totalement, en apparence, paradoxale, puisqu'elle est bonne pour nous développer. Alors, je vais dire, je ne comprends rien, il nous dit, la cellule sénescente, c'est impliqué dans le vieillissement, et maintenant, il nous dit, c'est important pour se développer. Et on a la chance d'avoir avec nous un des scientifiques, on a eu au meeting, en fait, les 2 scientifiques européens, qui ont découvert qu'en fait, la sénescence arrivait aussi de manière très transitoire pendant le développement embryonnaire, quand on est dans le ventre de notre maman. Et même à l'état adulte, quand on régénère nos tissus, on n'a pas des capacités de régénération très développées, nous humains. Bon, c'est comme ça, il y a d'autres espèces qui sont mieux loties dans la nature, comme la salamandre, et on a une spécialiste ici de la régénération chez la salamandre. Mais même quand on noue une simple cicatrisation, on a besoin de cellules sénescentes. Donc là, il y a vraiment un paradoxe apparent, qui est qu'en fait, la cellule sénescente est à la fois, d'une façon entre guillemets mauvaise, bien que je ne suis pas sûr que de vieillir ce soit si grave que ça, mais aussi qui est bénéfique pour nous. Et encore une fois, et ça a été ce meeting qui a été, j'allais dire, vraiment extrêmement enrichi en informations là-dessus, il y a au moins un mécanisme qui explique ce paradoxe. Et on a eu pendant le meeting une autre chercheuse aussi, une californienne, donc Judith Campisi, qui a vraiment été à la base de beaucoup des concepts que je vous énonce ici, qui a été présente et très active pendant le meeting, qui est qu'en fait, ces cellules sénescentes, elles ont finalement une double fonction. C'est-à-dire qu'elles sont bénéfiques pour nous pour réparer quand on est jeune, et leur accumulation dans le temps vont faire qu'elles deviennent délétères. Ça veut dire que la sénescence transitoire est correcte, et la sénescence chronique, finalement l'accumulation de sénescence, un peu comme un phénomène quantique, plus on a de cellules,
c'est une façon de rejoindre la biologie et la physique quantique. En fait, plus on a d'unités cellulaires, et en fait, on ne sait pas encore justement toutes les règles, combien il faut de cellules sénescentes dans les tissus pour créer des maladies, etc. Donc là, il y a vraiment tout un champ qui... Et là, l'acteur nouveau qui intervient pour réguler justement cet équilibre entre chronicité et permanence, c'est notre système immunitaire. Et ça, on a eu beaucoup d'informations là-dessus. Et c'est une nouvelle fonction finalement de notre système immunitaire. Donc voilà, c'était la partie biologique. Le résultat, la façon dont on voit, c'est qu'on a un phénomène qui est lié au temps, qui est un phénomène cellulaire, avec des horloges qu'on ne connaît pas beaucoup, et il faut les connaître. Je pense que ça fait partie de ce qui est devant nous, de mieux connaître. On en connaît certaines, dont les télomères, sur lesquels je travaille depuis longtemps. Et dans nos tissus, on a des cellules sénescentes qui apparaissent parce qu'elles sont endommagées pour différentes raisons, parce qu'on habite à côté d'une centrale nucléaire ou parce que simplement on a un style de vie qui n'est pas complètement même, simplement le fait de respirer, malheureusement, ça, on fait des dommages oxydatifs à nos cellules. Et ces cellules peuvent rentrer en sénescence et sont éliminées par notre système immunitaire, et on a ce qu'on appelle dans notre jargon l'homéostasie cellulaire. Tout le tissu revient, immobilise les cellules spécialisées qui, elles, justement, comme je vous disais tout à l'heure, peuvent se diviser, et on répare le tissu, et c'est ce qui se passe. Donc la réparation, c'est ce qui se passe, et ça c'est aussi un phénomène qui permet d'éliminer le cancer quand il est en tout début. C'est pas encore un vrai cancer, ce qu'on appelle un état précancéreux, si vous voulez. On a une cellule qui se devient cancéreuse, elle est reconnue comme une cellule endommagée, et elle est éliminée par le même système. Et là où ça se passe mal, c'est parce qu'il y en a trop, c'est-à-dire qu'on habite vraiment trop près de la centrale nucléaire, et notre système immunitaire devient aussi moins efficace, c'est ce qui se passe aussi avec l'âge. Donc c'est un ensemble de facteurs qu'on essaye. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas complètement, mais disons c'est les schémas, la direction de pensée, et on rentre dans la chronicité et on rentre dans la dégénération. Donc il y a 3 types d'enjeux, ils sont évidents. Ça veut dire que c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire que c'est à la fois une révolution, je pense, par les applications que ça peut avoir en médecine, donc pour la société, mais c'est aussi une révolution pour les biologistes. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses à lire, je ne sais pas si j'ai pas vraiment trop le temps, mais on peut en rediscuter pendant les questions. Mais le nombre de questions qui sont posées par ces observations est sans limite, et vraiment, je pense, je ne suis pas le seul à penser ça, nous oblige, nous scientifiques, biologistes, de revisiter en fait beaucoup de phénomènes biologiques. Que ce soit des phénomènes normaux, au-delà aussi de la physiologie humaine, de ce que c'est que le vieillissement dans la nature. Est-ce que le vieillissement peut être sélectionné? Est-ce qu'il y a un avantage de vieillir aussi? Est-ce que ça peut être sélectionné avec des lois type darwiniennes? En fait, il y a beaucoup de controverses, et je crois que ces mécanismes ouvrent de nouvelles portes pour ça. Donc il faut les étudier, et ça devient finalement le vieillissement une nouvelle discipline. Quand j'étais étudiant, je n'avais pas de cours sur le vieillissement spécifique. Maintenant, il y a des masters sur le vieillissement, c'est vraiment une nouvelle discipline scientifique qui va revisiter en fait des vieux mécanismes qu'on croyait avoir compris ou partiellement compris, et qui vont, comme souvent en science, nous permettre d'aller plus loin. Pas seulement les mécanismes physiologiques, mais aussi des mécanismes physiopathologiques, évidemment. Donc pour ça, à toute révolution, ça, entre guillemets, ça implique quand même de prendre des mesures, il faut faire quelque chose. Et c'est des approches qui doivent, j'allais dire, maintenant, on doit s'organiser, nous, scientifiques, et les décideurs aussi, pour favoriser les approches interdisciplinaires, parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui convergent vers la compréhension des mécanismes du vieillissement. Donc d'avoir des nouveaux outils de soutien de la recherche, et je crois que la forme des associations comme l'ICSA sont très importantes justement pour porter la bonne parole au niveau des décideurs, pas uniquement au niveau national, au niveau européen, au niveau international, pour créer vraiment, j'allais dire, des espaces de financement de cette recherche qui y soient dédiés, et aussi des nouveaux enseignements, pas seulement pour les étudiants en sciences, mais aussi pour les étudiants en médecine, parce que c'est la médecine de demain. Au niveau français, on s'organise. J'allais dire, c'est pas parfait, mais il y a des pays qui sont plus organisés que nous encore. Je pense à nos collègues à beaucoup de pays, mais je pense en Allemagne,
en Angleterre où il y a beaucoup de centres de renom sur le vieillissement. En France, on a peut-être, à part quelques équipes dont Oliver fait partie, qui ont vraiment senti, j'allais dire, cette révolution avant les autres. Mais, j'allais dire, on est parti un petit peu en retard, mais il y a une vraie volonté de nos organismes de recherche, je pense au CNRS, je pense à l'INSERM, et tous les outils qui sont développés par le gouvernement pour financer cette recherche sur le vieillissement, et surtout, j'allais dire surtout, organiser une véritable communauté scientifique française autour du vieillissement. Et à ce propos, je voudrais citer donc une initiative qui a été prise par l'INSERM il y a déjà un peu plus d'un an, de créer justement un consortium national de chercheurs travaillant sur le vieillissement, avec, j'allais dire, des financements associés, j'allais dire, un accompagnement qui permet aussi d'aller vers des nouveaux financements. Il faut savoir inventer dans le financement de la recherche, ça coûte de l'argent. Les finances publiques sont ce que vous savez, elles ne peuvent pas tout faire, elles essayent de faire, ce n'est pas toujours simple, il faut qu'elles fassent plus quand même, mais on a besoin aussi de partenariats privés, et je pense que le vieillissement en est un bon exemple, puisqu'on a un domaine qui avance très vite d'un point de vue conceptuel, avec des applications, des transferts vers la médecine et vers l'industrie, qui peuvent être, et qui sont déjà en cours, extrêmement rapides, avec des bénéfices pour les citoyens extrêmement rapides. Donc là, on est vraiment dans la meilleure configuration pour vraiment promouvoir des partenariats publics-privés. Et c'est vrai que l'INSERM est de manière extrêmement originale en association avec Dassault Systèmes, pour justement favoriser cette approche interdisciplinaire dont je vous ai parlé, en mettant ses meilleurs mathématiciens dans le domaine. Les enjeux médicaux, ils sont évidents, je les ai déjà parlé, mais je pense qu'il faut distinguer deux façons d'utiliser, entre guillemets. Ça, on en a beaucoup parlé pendant ces 3 jours. Une façon, c'est d'éliminer les cellules sénescentes. C'est l'expérience des souris dont je vous ai parlé de Fanderson. Et maintenant, alors bon, évidemment, on ne peut pas utiliser des systèmes génétiques tels qu'ils ont utilisés dans la population générale. Donc, il y a toute une approche qui est en train de se développer pour d'abord, évidemment, comprendre les mécanismes, pour pouvoir trouver des drogues, des petites molécules qui vont en fait éliminer ces cellules sénescentes. Donc, elles ont un nom, ces molécules, elles s'appellent les drogues sénolytiques. Et ça, c'est évidemment le rêve, entre guillemets, c'est de pouvoir prévenir en fait l'apparition des maladies avant qu'elles arrivent. Il vaut mieux anticiper, évidemment, que d'arriver alors que c'est trop tard. Le deuxième, et ça découle de ce que je vous ai dit, de la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut aussi utiliser les bonnes, j'allais dire, les bons mécanismes du vieillissement cellulaire. Et notamment, ça ouvre de manière totalement inattendue, finalement, des nouvelles perspectives sur nos capacités à contrôler les phénomènes de régénération des tissus, voire des organes, peut-être, alors là, c'est la science-fiction, mais peut-être faire un jour comme la salamandre, qui est capable de, ça peut-être qu'on pourra en parler si vous voulez, mais aussi, et de manière aussi surprenante, de traiter les cancers, en fait, en forçant justement les cellules cancéreuses à vieillir en accéléré, si vous voulez, et puis les éliminer après. Les enjeux sociétaux, ils sont évidents, ça je crois qu'on le vit tous les jours. Alors évidemment, cette recherche dont je vous parle, ces avancements, cette révolution, elle n'impacte pas, j'allais dire, directement ces enjeux, mais elle y contribue. Je veux dire, si la médecine permet à la population de vivre plus longtemps et en meilleure santé, c'est évident que ça dépasse le cadre médical, qu'il doit y avoir une adaptation de notre société à cette situation. Et puis, il y a des situations un peu extrêmes, il y a des gens qui vont toujours au-delà de ce qui est possible ou de ce qui est imaginable. Et enfin, je vous donne mon point de vue à moi, je pense qu'à tous les courants de type transhumanisme ou immortalisme qui pensent que finalement on est là pour être immortel. Et qu'on peut avoir les moyens de le faire. D'abord, on n'a pas les moyens de le faire. Mais ça pose des questions qui vont au-delà finalement du pur champ scientifique. Je crois que c'est ça qui est important aussi à comprendre. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment poser des questions. J'en ai mis quelques-unes ici. Si vraiment tout ce que je vous dis s'avère vrai, je ne sais pas, dans 10 ans, 15 ans, qu'on peut complètement contrôler, manipuler finalement la sénescence cellulaire pour qu'on n'ait plus jamais de maladie cardiovasculaire, plus jamais de diabète de type 2, plus jamais de cancer, etc. Mais de quoi mourra-t-on ? Je crois que c'est une bonne question.
La question de la réjuvénation est une vraie question. Il y a des organismes qui sont capables de rajeunir. Il y a des petites méduses qui font ça, par exemple. Mais enfin, comme c'est montré ici, elles peuvent aussi se faire manger par un gros requin. Donc l'immortalité est un concept relatif. Et d'un point de vue évolutif, parce que en biologie, l'évolution, c'est peut-être pour essayer de comprendre vraiment, c'est ce qui est le plus important. Quel serait l'avantage pour notre société d'avoir de plus en plus de personnes âgées? Je crois que observer la nature, je pense que c'est un point très important pour essayer de voir ce qui pourrait arriver à notre société dans son évolution. Voilà, bon, je ne voulais pas dire, j'ai déjà certainement pris trop de temps, mais je pense que j'espère que vous allez prendre le relais, j'allais dire, et poser des questions, et surtout que nos experts vont y répondre. Peut-être qu'on peut faire un tour de table de nos experts pour qu'ils se présentent, c'est peut-être une façon de susciter les... On commence. On va commencer avec Myriam. Hello, my name is Miriam Gorospe, and I work at the National Institute on Aging in Baltimore, Maryland, US. Go on. My studies are in the genetics of aging, and we study both the genetic changes of normal aging and the genetic changes of disease that happen with aging. So both the normal, the physiologic aging, and the pathologic aging from a genetics perspective. Je vais traduire. C'est Myriam Gorospe, elle vient de l'Institut national de vieillissement en États-Unis. Elle fait la recherche sur la génétique de vieillissement. Serge Adnaud, je suis professeur de physiologie à l'université Paris-Est, et donc je suis médecin et je travaille à l'hôpital Henri Mondor. Et donc je travaille sur certains aspects cellulaires de la sénescence. Et l'enjeu pour nous, c'est en effet d'établir un lien entre toutes les approches biologiques et tous les concepts biologiques qui se développent actuellement, et la façon de faire entrer ça donc à l'échelle de la physiologie chez l'individu normal, et puis de la pathologie, surtout de comprendre en quoi ça peut nous aider à comprendre la pathologie et traiter les pathologies. Et celle auquel je m'intéresse de prime abord, c'est les pathologies pulmonaires. Hi, I'm Maximina Yun from University College London, and I study the mechanisms that allow organisms to regenerate efficiently, and I use a model which is a super regenerator, and this is the salamander. Traduire, c'est court. C'est Maximina Youn, elle vient de Londres, et son nom au milieu, c'est Madame Salamandre. Et elle fait la recherche sur la salamandre et prend ce modèle comme étudier la régénération, et comment on peut en fait régénérer des doigts et des jambes, etc. Mais dans la salamandre, ce n'est pas encore fait pour les humains, mais ça va venir. Oh oui. Moi, je m'appelle Oliver Bischoff, j'ai fait la recherche ici à l'Institut Pasteur et à CNRS, et je fais la recherche sur la sénescence cellulaire et on étudié en détail des mécanismes qui poussent les cellules vers la sénescence cellulaire. Voilà, donc moi j'ai déjà trop parlé, mais bon, là peut-être juste mon focus, vraiment mon intérêt de longue date, et qui m'a amené à travailler sur la sénescence, c'est les extrémités de chromosomes, les télomères, qui sont la partie de nos chromosomes, j'allais dire, qui sont programmés pour, j'allais dire, changer au cours du vieillissement normal et aussi au cours du vieillissement pathologique. Donc c'est cet aspect-là. Donc le vieillissement, pour moi, c'est de partir des télomères. Voilà. Yeah, I'm Clement Schmidt from the Charité University Medical Center in Berlin. I'm a clinician and cancer treating physician and cancer researcher. I'm a hematologist, oncologist, mostly focusing on lymphomas and leukemias.
And I'm working rather on the good side of senescence, so we are interested in how senescence blocks tumor development and how we can utilize senescence as a treatment effector mechanism to stop tumor cells from being further detrimental. But we learn at such a conference and in our studies that there's a dark side of senescence, that we need to take care of senescent cells in cancer therapy and eliminate them secondarily. Je vais raccourcir un peu. C'est professeur Dr. Clemens Schmidt, il vient de Berlin, de la Charité, et c'est un cancérologue qui, essentiellement, il utilise la sénescence pour bloquer la cancérogénèse. Il le fait bien aussi. Okay. Bonsoir. My name is Masashi Narita. I'm originally from Japan. And so I'm working in the UK, Cambridge, Cancer Research UK in the University of Cambridge. So I'm also working on cellular level, cellular senescence, and particularly interested in how senescence has an impact on cancer, but early stage of cancer, pre-malignant stage. Oui, Masashi Narita, elle vient de Cambridge. C'est aussi un cancérologue, son essence. Mais il fait la recherche sur les cellules sénescentes pour étudier comment les cellules rentrent dans la sénescence et encore pour inhiber la progression des cancers. Pre-stage, comment on dit ça? Initialement, le cancer. Bonsoir. My name is Peter Adams. I'm originally from the UK, but my lab is now in the Burnham Institute in San Diego in California. And I'm interested in how DNA is folded up inside the cell, how it's packaged and folded, and how that changes with age, and how it changes with age in such a way that promotes cancer and also other diseases of aging, and how we can prevent those changes to ultimately prevent cancer and other diseases. C'est le professeur Dr. Peter Adams. Il vient de l'Angleterre. Il a fait le Brexit. Il est maintenant sorti de l'Angleterre pour venir vers les États-Unis. Mais je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais quand même. Et c'est aussi un cancérologue qui prend la sénescence cellulaire pour encore inhiber le cancer, mais aussi pour un peu comment dire, améliorer le vieillissement. Voilà, maintenant on est là pour vous et vous pouvez poser des questions comme ils arrivent. On peut ouvrir. Ah, ok. Il y a des micros là-bas, 4, et peut-être il y a quelqu'un qui peut, pousser un peu les micros. Merci, bonsoir messieurs. Est-ce que la ménopause chez la femme est-elle une conséquence de la sénescence des cellules spécialisées? On manque un expert. Ménopause, je ne sais pas. Ménopause. Oui, ménopause. Non, j'ai pas la réponse, ça se saurait. Est-ce qu'on peut répéter la question? Ce n'est pas une question, c'est pour essayer de répondre à ce monsieur. Ah, ok, très bien. Alors, malgré, c'est vrai qu'on vieillit de plus en plus, mais par contre, l'âge de la ménopause n'a pas changé, et est toujours aux environs de 50 ans. Donc ça, c'est à retenir, et c'est un problème, parce que nous, les femmes, à partir de 50 ans, on vieillit, et si on doit vieillir 40 ou 50 ans en devenant de moins en moins belle, ça pose des problèmes. Voilà. Je précise que je suis dermatologue et que ce sujet m'intéresse énormément. C'est la suppression, c'est le manque de la suppression de la sécrétion des hormones. Voilà, c'est l'ovaire qui se met au repos.
tout à l'heure. Jutta, est-ce que tu peux prendre les... Ah, monsieur. Oui, voilà. Oui, merci de me donner la parole. En ce qui concerne la ménopause, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, en ce qui concerne la ménopause, c'est un phénomène complètement différent du vieillissement cellulaire. La ménopause est provoquée par la fin du stock d'ovocytes. Donc là, c'est un phénomène malheureusement irréversible, puisque vous savez qu'au départ, les femmes ont un certain stock d'ovocytes et qu'il s'épuise vers la cinquantaine. Dès l'instant où ce stock est terminé, il y a en conséquence un certain nombre d'épuisements hormonaux. Et ce sont ces épuisements hormonaux qui provoquent le vieillissement. Donc là, ce n'est pas directement un vieillissement cellulaire. C'est un vieillissement lié à la fin du stock d'ovocytes et donc à la diminution d'un certain nombre d'hormones. Voilà, que l'on compense avec ce qu'on appelle le traitement hormonal substitutif. Merci. Bon, moi je vais changer de domaine. Je vais vous parler d'alimentation. Je voudrais savoir dans quelle mesure dans vos approches, dans quelle mesure dans vos approches vous intégrez effectivement la réflexion concernant, et ce depuis le plus jeune âge, les effets de l'alimentation et accessoirement les effets du jeûne. Je suis une jeûneuse occasionnelle et donc voilà, je sais que ça peut participer à la détoxination en tout cas, alors je ne sais pas au niveau de la régénération, mais à la détoxination des cellules. Donc je voulais savoir quel pouvait être le lien entre ces mécanismes-là et vos recherches. Okay, so I'll translate. So now we're getting to we can answer actually. So the question is whether the way we eat, the diet that we get could actually affect aging and senescence, so that we have to start early, eat well, and then live well and live long. So, yeah, and do we as scientists integrate this in our daily work? Yeah, I just want to. So I'll say something to that. So first of all, I'll try to be brief, I guess. Amongst scientists that study the biology of aging, first of all, we know that what's known as so-called calorie restriction, okay, so basically limiting food intake promotes longevity, okay, so that's number one. But there's one, I think, particularly profound result, which, well, it's profound and also very, very interesting in that there's an experiment whereby you can actually restrict the amount of food that mice get for the first month of their life, and then you put them on a normal diet, okay, and so those mice with reduced food intake for their first month of life live about 20% longer than the normal mice, okay, which I think has profound implications for the way we think about nutrition, even of babies, okay, and I think overall, yes, it does tell us that diet is, and food intake and calorie intake is extremely important. And yes, personally, I do increasingly, pay attention to this kind of thing. I mean, my kids hate me for saying this, but I describe sugar as the 21st century tobacco. Okay. Bon, je pense que tout le monde a à peu près compris, mais je vais quand même faire une traduction. Non, je vais faire une traduction. Donc, ce qui a été dit par Peter Adams, c'est qu'il a relaté une expérience faite chez la souris où on diminue justement les apports caloriques le premier mois de vie de la souris, ce qui permet, et après on lui redonne une alimentation normale, ce qui lui permet de vivre. Ah. Donc une souris, voilà. Une souris à qui on a diminué les apports caloriques le premier mois de vie, en fait, et après un retour à l'alimentation normale, va vivre plus longtemps qu'une souris contrôle. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai impact de notre apport calorique
sur effectivement les mécanismes de longévité, et que, à titre personnel, M. Peter Adams applique cette règle pour lui et sa famille. Le lien, ce que je peux rajouter, c'est que le lien avec la sénescence cellulaire, tel que je vous en ai parlé, il est très réel. Et en fait, on commence à comprendre ce qui a été appelé la restriction calorique, qui peut être médiée par ce qu'on appelle des voies de signalisation, c'est-à-dire comment la cellule intègre des signaux à l'extérieur de la cellule, qui peut être des hormones comme l'insuline, comment elle les intègre finalement dans son métabolisme intérieur, si vous voulez. Et ce métabolisme intérieur est directement, et c'est ça qu'on comprend, il y a eu beaucoup d'exposés là-dessus, est directement en connexion, si vous voulez, avec les mécanismes qui vont déclencher la sénescence. D'accord ? Ça veut dire que, comme la sénescence peut être bonne pour nous, si, j'allais dire, un excès de nourriture, finalement, un excès de glucose, un excès d'énergie dans une cellule, la cellule va avoir tendance, si elle a beaucoup d'énergie, mettez-vous à la place de la cellule. Si la cellule a beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'elle a la place pour se diviser. Elle va le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pousser la division. Mais si elle va pousser la division, elle va donc se diviser. Si elle va pousser la division, ça veut dire que d'une certaine façon, elle va retarder les mécanismes de la sénescence. Et vous vous rappelez que la sénescence, c'est quand même le gardien dans notre organisme contre, j'allais dire, des stress ou des dommages qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, elle va, d'une certaine façon, changer son métabolisme intérieur parce qu'elle a trop d'énergie, trop de glucose, par exemple, qui est le tabac du XXIe siècle. Donc elle a trop de glucose et donc elle va forcer la division, quitte à accumuler finalement encore plus de dommages. C'est ce qu'on appelle la tolérance aux dommages. Et ça, c'est, j'allais dire, dans des situations d'excès de nourriture. Donc évidemment, il y a toutes des voies de contrôle des circuits qu'on connaît sur lesquels on peut agir, et certaines drogues qui sont actuellement à l'étude pour justement retarder les effets du vieillissement sont des drogues qui sont des mimétiques finalement de la restriction calorique, parce que la restriction calorique, la vraie restriction calorique est très mauvaise en fait pour nous en termes d'humeur, et il y a beaucoup c'est des gens qui sont assez irascibles. Et en plus, ça diminue beaucoup la fécondité, enfin ça a plein d'effets néfastes. Donc l'idée, c'est de prendre un peu, toujours pareil, de prendre le bon côté de la restriction calorique et de la mimer d'une certaine façon. Bon, évidemment d'abord par une alimentation normale, mais aussi il peut y avoir une assistance de molécules, parce qu'on sait décrypter ces mécanismes intérieurs. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que l'excès d'énergie, l'excès de sucre, l'excès de nourriture nous entraîne à accumuler finalement plus de dommages et à empêcher le bon côté de la sénescence cellulaire. Myriam? If I'm repeating what you said, don't translate it. It has been shown that if you feed many different animals, less than they normally would eat, for example, in mice, 30% reduction in their normal calorie intake prolongs their life twice as long. Mice live 2 years, they live now 4 years. But at the root of the effect of calorie restriction is stress. So how your body learns to cope with stress. So a mimetic of calorie restriction is in fact exercise, moving, just physical exercise, and also mental exercise. When you exercise muscle and brain, the stress that you cause your body and your brain is helpful. It helps that brain stay active and dynamic and healthy. Ok. Bon, je vais traduire rapidement. Donc, la notion, en plus, qui vient d'être dite, c'est qu'en fait, il faut voir la restriction calorique comme un stress qui va nous aider à activer ce qu'on appelle des voies de survie. Et ces voies de survie font faire qu'on a une meilleure physiologie. Et en fait, une façon d'induire ce stress, c'est pas uniquement la restriction calorique, c'est peut être simplement
de faire du sport, de l'exercice, aussi de l'exercice mental. Et ça va activer ce que l'on appelle ces voies de survie qui sont en fait qui sont un bénéfice pour nous et qui ont une traduction cellulaire aussi par rapport aux mécanismes que l'on étudie. Just to add one comment for calorie restriction and cancer therapy, ever since we published a study on interference with sugar metabolism and cancer therapy, patients keep asking me whether they should eat less, doing something called ketogenic diet. And I can only underscore what the previous speakers have said, that we don't recommend that in cancer therapy, although there are some data supporting the idea that it might be helpful. In addition to exercise, there is now a deeper understanding of the signaling pathways, the mechanisms behind calorie restriction, and one can actually use specific medication to interfere with metabolism to improve cancer therapy, and that's a future direction. Oui, c'est aussi la restriction diététique est aussi important pour pendant le traitement anticancéreux. En fait, il y a maintenant des preuves qui montrent qu'un changement de diète peut améliorer les résultats de cette thérapie. On peut ajouter aussi un peu pour le stress. Un peu de stress, c'est en fait bien. Il y a un concept de hormesis où on stimule, on pique un peu tout le temps notre corps, mais pas trop. Mais on reste en garde tout le temps. Et ces petits stress va améliorer, on peut améliorer aussi la réaction plus tard pour le vieillissement. Je suis vraiment désolé, je suis obligé d'y aller. Je laisse... Merci Eric pour ton présentation et tes questions. Il a un vol à prendre, sinon c'est son lit. Alors, une question, oui. Attends, il y a Masashi peut-être. Just to add to the comment of Clemens, so that you mentioned this as a cancer therapy, right? So there's some evidence that the prevention of cancer. So calorie restriction is not just extension of the lifespan, but also have some beneficial effect for the cancer prevention, right? Tumor suppressor, so it's less cancer development. So that's it's maybe beneficial for not just for the longevity. En totalité, si on mange bien, on peut diminuer la cancérogénèse dans tous les niveaux. On doit bien manger. Voilà, moi je voulais particulièrement parler du traitement du cancer et plus particulièrement de l'hormonothérapie. Il a été maintenant préconisé de le prendre durant 10 ans au lieu de 5 ans, mais en même temps ça porte des pathologies du vieillissement comme de l'ostéoporose. Donc est-ce qu'il n'y a pas un conflit là d'une cellule qui doit soigner le cancer et en même temps qui apporte de l'ostéoporose? The question is, if you have hormonotherapy for the women in their life, and also for anti-cancer treatment, what women usually, then you treat the cancer, but usually what women get is osteoporosis. So you treat one disease and you get another one. Is there a way of dealing with this better, or is this kind of the outcome that we have? We treat one disease and we get another one. Clemens. In principle, you are right. That's the current status. Whether we can, by the studies we are undertaking and this type of conference where we exchange ideas and concept might lead to a more specific targeting, that's an open question. It's an excellent question. You're actually very right. The exact mechanisms underlying endocrine therapy, hormone therapy in cancer, and the countersides and age-related implications, that's probably a little too complex, too complicated for this discussion, but in principle you raise a very important point, and I guess what we discuss about senescence may help us to overcome problems like this. Vous êtes
C'était très bien. Vous êtes très bien analysé. Non, en fait, c'est l'État, il est comme ça en ce moment. On n'a pas de solution pour ça, mais on est en train de réfléchir pour mieux trouver des fenêtres thérapeutiques pour mieux soigner le cancer, mais pour pas initier une autre pathologie comme l'ostéoporose, et peut-être rendre les cellules sénescentes et après, en fait, éliminer les cellules sénescentes après. C'était peut-être aussi une bonne approche pour l'avenir. C'était très bien ta question. Merci beaucoup. On vient de parler de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'environnement? C'est-à-dire, est-ce que vous étudiez l'impact de l'environnement sur le mécanisme de sénescence cellulaire? Non, est-ce que vous pouvez répéter? On vient de parler longuement d'alimentation. Est-ce qu'on peut parler maintenant d'environnement? Est-ce que vous étudiez l'impact de l'environnement sur la sénescence cellulaire? Ok, très bien question. The question is whether, now that we've talked about what we take in, are there also factors that come from the outside, like environmental factors, that have an impact on the induction of senescence, and what these factors could be, and how we could actually do something for or against it? Peut-être faudrait-il définir un peu environnement, parce que ça peut être un environnement de stress. Et ça, par exemple, on sait qu'un environnement de stress crée un vieillissement accéléré et donc favorise la sénescence cellulaire, même au plan biologique. Mais je crois que votre question, c'était peut-être plutôt l'environnement en termes de pollution. Alors là, en termes de pollution, on rejoint un organe qui est directement en contact avec l'environnement, qui est le poumon. Et donc la pollution à un moindre degré, c'est ce qui peut arriver à simuler ce qui se passe avec le tabac ou avec même des agressions encore plus importantes, hein, lorsqu'on fume les joints, hein, comme le font les enfants, qui sont encore plus agressifs que le tabac. Là, au point de vue concernant le tabac, hein, qui est un archétype, on a parlé de sénescence tout à l'heure cellulaire, qui est liée à des divisions répétées, mais expérimentalement, si on met des extraits de fumée de cigarette sur des cellules, on les rend sénescentes. Et donc, le tabagisme, la fumée, c'est un vieillissement accéléré. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait lorsqu'on est en restriction calorique ou l'exercice. C'est une façon d'accélérer les choses, de créer de la sénescence dans les poumons, et on sait qu'ensuite, eh bien, la sénescence dans les poumons se propage à d'autres organes, et donc ça revient à un vieillissement accéléré avec un raccourcissement de la durée de vie de toute façon. And just to add, the UV light exposure, sunlight exposure, and accelerated aging of your skin, that's the topic of this conference, and this may be the basis for future skin cancer, black skin cancer development. Il a juste ajouté un autre facteur environnemental. Voilà. C'est le soleil. Beaucoup de soleil, c'est pas bon pour la peau, c'est ça. C'est le vieillissement accéléré, et en plus, c'est le mélanome qui peut se développer. Ça veut dire qu'on peut éviter le soleil à peu près entre midi à 16h, peut-être pas à Paris parce que c'est plutôt gris, mais en général. Alors, j'ai eu la chance, ça correspond. J'ai eu la chance de participer à la conférence ces derniers jours. Je vois que les questions qui sont posées sont assez proches de la réalité. Est-ce que je dois traverser le trottoir? J'exagère un petit peu. Alors que vous avez vraiment concentré votre effort et les réflexions sur la biologie. Et donc le passage de la biologie à la vie de tous les jours va demander un certain temps. Par contre, vous avez des découvertes extraordinaires. Alors moi, j'en ai par exemple découvert qui consistent à être
capable de faire du neuf à partir de vieux du corps et de le laisser se retransformer en neuf à nouveau. Alors pour l'instant, ça ressemble un petit peu à un gâteau au chocolat qu'on met au micro-ondes, c'est pas encore parfait, mais on se rend bien compte qu'il y a des choses extraordinaires. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ces choses-là, un ou deux exemples extraordinaires, parce qu'on touche là du doigt au vieillissement, à la régénération, au fait de rester en bonne santé ou de le redevenir, et donc ça va même au-delà de l'environnement, au-delà de l'alimentation quelque part, même si ça joue aussi dans la même perspective. En cours, la question, c'était... Est-ce que je pourrais juste compléter, parce que c'est exactement dans la même ligne, le même sujet. Il existe déjà maintenant en Suisse un institut qui s'occupe de ça, mais ça, à la limite, c'est un gadget. L'intérêt de conserver de façon préventive des cellules souches sous forme cryogénique, par exemple. Et ça, c'est juste en complément de la question qui vient d'être posée. Ok, so this is... Juste une précision aussi. Vous avez parlé tout à l'heure des télomères. Pourriez-vous préciser à quoi ça sert exactement et pour quelles raisons chez les individus? Il y en a qui sont plus longues, plus courtes. Et j'ai vu aussi qu'il existait des compléments alimentaires sur Internet ou quoi que ce soit qui avaient justement un impact sur les télomères. Je pense que c'est du bidon, mais pouvez-vous préciser exactement ce que c'est? Ok. Première question, c'est... non, je vais traduire. So first question was the question whether freezing his own stem cells, so cryo, and then actually, once you age, get them back and then use them as a kind of a rejuvenation agent is a possibility, or is it dreaming or science fiction? I can comment. Go ahead. Yeah, we recently learned that indeed our stem cells, blood stem cells, change when we age, and they may change in a way that this causes blood diseases, leukemia, but also diseases outside the blood. That is an obvious reason to think about this question. The question is very good, but I would be cautious at this moment in time whether you can store today your young blood stem cells and can get them back in 30 or 40 years. I doubt it. Therefore, there are technical limitations, but the idea is getting increasingly interesting. Oui, c'est une très bonne idée. Oui. Mais au ce moment, c'est un peu difficile, pas encore. Il y a un manque de technologie et connaissances pour faire ça. Mais c'est vrai, pendant la vie, des cellules souches, ils vieillissent et ils ne sont pas les mêmes comme au début. Et un stockage des cellules souches jeunes et après remplacer à la fin de vie ou au moyen de vie, c'est parfait, mais au ce moment, il n'y a pas encore des solutions pour ça. Et la deuxième question, c'était sur le... Can I say something? Yeah. Sorry. You are ajouté quelque chose. I just wanted to... So I think it's a very interesting question, but I just want to emphasize that, in my opinion, it doesn't really address the critical problem, and it's not really what we should be thinking about now. Okay, so I think what we have to address is what Eric has on the lower left-hand corner of that slide, which is sometimes referred to as the silver tsunami, okay, whereby this person on the beach is going to be overwhelmed by all these old people who need healthcare and looking after, and it's actually a very serious problem across the world, okay? Populations are getting older, and we have to figure out a way to care for these elderly people when there's more and more old people and fewer younger working people. Okay, so the question you ask is a very interesting one, important ethical implications and scientific issues surrounding it, but I don't believe it's the major one that we should be thinking about because it's not going to address that question. Oui, il a ajouté que peut-être il y a un deuxième problème qui va arriver parce qu'on a plus en plus de personnes âgées et en fait on va trouver aussi des solutions dans les sociétés pour vivre avec cette augmentation.
Et pour lui, c'est pas la question vraiment pour soigner des personnes âgées, mais pour mieux vivre avec cette augmentation dans la société. Alors, la deuxième question, c'était sur le télomère. So the second question was about telomeres. Monsieur wanted to know what telomeres are and what factors can actually shorten telomeres and how telomeres impact the arisal of senescent cells and also the influence on aging. Well, telomeres are the end of our chromosomes, and telomeres get shorter and shorter as our cells divide, right? Essentially, as we grow older, telomeres get shorter. There are processes in the cell that can reverse telomere loss, and we have to find a very delicate balance between trying to keep our telomeres long, because cancer cells can do that, and preventing telomeres from getting too short, because that would also cause stress and damage and disease. Comme j'ai le micro, je vais en profiter. Attends, je vais traduire vite fait. En fait, le télomère, c'est la fin des chromosomes de notre génome. Et il se raccourcit à chaque fois on divise. Et le problème est avec les télomères, si c'est très court, on rentre dans la sénescence et on pousse un peu le vieillissement. Mais si on trouve des solutions pour stabiliser les télomères, c'est bien. Le problème est, le cancer fait la même chose. Il a déjà pensé, oui, je vais jouer avec un peu la longueur des télomères, comme ça, je peux vivre plus long. Ça veut dire maintenant, on doit trouver encore une fenêtre thérapeutique pour ne pas augmenter trop, pour rentrer dans la cancérogénèse, et pas trop court pour rentrer dans le vieillissement. C'est un jeu de yo-yo. Pas trop, et pas trop court, pas trop long. Et il n'est pas là. Ah si. Bonjour, je me présente. Je suis chercheur et je vous remercie pour votre exposé. Vous avez évoqué le problème de l'équilibre et de la chronologie. Alors moi, je travaille sur le mouvement, la notion de force qui précède la matière, en multidisciplinarité avec des chercheurs dans toutes les disciplines. Je connais, Marion Leboyer me connaît, notamment sur la maladie d'Alzheimer, mais en fait, tous les processus, aussi la cancérologie, je connais James Goldberg, pour vous situer un petit peu. Donc, est-ce que vous avez pensé à cette notion du temps qui est toujours liée à l'espace et créer le mouvement, et que avant de pouvoir être créé, ça c'est la théorie du Big Bang, il y a eu une force, et donc quand on joue sur la force, sur les énergies, avec les physiciens quantiques, les chimistes quantiques, mais aussi les géologues et puis donc les gens qui sont les astrophysiciens, on arrive à avoir un équilibre que vous avez cité aussi et qui se rejoint à la médecine orientale et éventuellement qu'on peut pondérer avec notre pharmacopée française qu'on utilise à minima en se situant aussi géographiquement, comme Montesquieu le disait, les lois varient selon les endroits. Donc aborder une médecine plus holistique pour ne pas détruire par des produits concrets qui sont toujours avec une iatrogénie, parce que je fais aussi de la médecine légale avec Paris Descartes, et donc pour pouvoir vieillir bien, parce que dans ma famille, on meurt à 99 ans, rassasié de jour, et j'ai compris pourquoi, parce que les sols produisent, par exemple à Grenelle, ma famille, elle était autour du 15e, à Grenelle, vous irez au cimetière, vous verrez, on est plus que centenaire, donc il y a des cycles, effectivement, qui sont le passage à 33 ans, 60, 66 ans, 80, 90 ans, et Jeanne Calment, 120. En fait, et ça, est-ce que vous l'avez abordé dans vos recherches, s'il vous plaît? Oui, l'histoire du mouvement et de se calquer sur le rythme de la Lune, qui nous donne en fait les vagues, les semaines, etc. Est-ce que tout ça, le mouvement de l'universel?
Excusez-moi, mais on a du mal à comprendre la question exactement. C'est pas très difficile, le mouvement. Le mouvement crée de l'énergie, de la force, et cette énergie me rend rayonnante, et je rayonne, et je vais bien, et je meurs en bonne santé, rassasiée de jour. Est-ce que vous avez étudié ça? Parce que c'est la base de tout. La vieillesse, c'est bien, on est sage, on rencontre des gens sages, on est heureux de vivre. Et voilà, par le mouvement, parce qu'on se bouge. Et quand vous êtes mort, vous êtes raide et froid. Non, mais on est complètement d'accord avec ça. Hein. On a dit que... Il n'y a pas de problème, hein. On suivra vos préceptes et on les suit tous les jours. Non, il y avait une question importante là sur le gène de la longévité. Je ne sais pas qui peut y répondre parmi nous. Bon, je laisse tomber. Il existe réellement un gène de la longévité. Surtout ça, c'est n'importe quoi. Is there a particular gene of longevity? So it's a question. Who want to answer? There are a few genes that have been shown to increase longevity and they are in the same pathway that glucose and insulin and metabolism work. So maybe I should let them translate that. Ils sont déjà trouvés des gènes de longévité dans des organismes comme la verre, la C. elegans ou Drosophile, une petite mouche, et C. elegans. Et tous ces gènes touchent le métabolisme, plus ou moins. Ça améliore le métabolisme et aussi la réponse au stress. Vous savez, on revient avec encore métabolisme, comment on mange, comment on métabolise et comment on peut reprendre au stress. C'est vraiment ça. Et Peter, elle peut ajouter quelque chose. Oui, s'il vous plaît. Excuse-moi. Oui, c'était la question de monsieur. On a répondu, c'est parce que le cancer fait la même chose et prolonge les télomères et c'est difficile à contrôler. Maintenant, on doit trouver des moyens pour ne pas discontrôler le télomère trop long ou trop court. C'est... So regarding the telomeres as well, like there's one particular process that challenges telomere extension, which is regeneration. So it's been shown that in highly regenerative organisms such as flatworms, which are organisms that worms that you can cut into and each piece will regenerate another worm. So they upregulate telomerase specifically during the regeneration process, and therefore they avoid that challenge. Now, there's a question that when one wants to translate these processes into humans, which is the cancer issue. So we still have to come up with ways of controlling telomerase in a very tight way. But there are examples in nature where telomerase can be regulated properly in the context of favoring regeneration and against aging. Elle a ajouté, il y a des vers bizarres, des vers plats, on peut couper en petits morceaux et tous les petits morceaux font un autre vers. En deux, ok, en deux morceaux. J'ai tout fait des sushis, mais c'est juste deux. Et en fait, il prend la télomérase, les télomères, il prolonge les télomères naturellement pour faire un autre organisme. Et après, ça se finit. Et on doit trouver pratiquement, on doit simuler la même chose pour nous. Bien contrôler cette enzyme qui fait la prolongation des télomères pour régénérer des tissus, mais pas initier la cancérogénèse. Peter, you wanted to add? Yes, I can add something. So there are groups of people around the world, specific populations, so Ashkenazi Jews, for example,
and other populations, for example, in Sicily, where there are groups of people who do live exceptionally long. Okay, so there's a high proportion of people who live to over 100 years old. And an awful lot of money and effort has been spent in trying to identify the genes that might allow those people to live very long. And actually, it's been quite frustrating because there's only about 2 genes which keep coming out of those studies. One is a gene called FOXO3A, which is related to the stress response pathways that Miriam mentioned. And the other one is a gene called ApoE, which is involved in cholesterol metabolism. So it's been quite frustrating and very difficult to find the genes that are responsible. Il a ajouté que c'était très compliqué de trouver un seul gène qui peut vraiment prolonger la vie. Au ce moment, il y a juste 2 qui fait quelque chose. Ça veut dire, ça dit aussi, c'est un peu plus complexe. On ne peut pas réduire à une seule chose. Il y a plusieurs choses qui jouent ensemble. Et au ce moment, on a juste trouvé un seul ou 2 seuls qui fait vraiment quelque chose. Je voudrais 2 commentaires. C'est que la vie, effectivement, est complexe et pas compliquée. Donc, depuis tout à l'heure, chacun a un petit bout et essaie d'expliquer les choses. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. L'autre point qui est un peu embêtant, c'est que vous ne parlez pas du tout d'épigénétique, et en particulier marquage court, moyen et long terme. Nous travaillons sur une expérience avec des enfants indiens dont les mères sont justement en carence énergétique. Le problème, c'est qu'à l'adolescence, les petits garçons font un diabète de type 2. Donc attention, quand on joue à quelque chose, les conséquences sont importantes, et l'épigénétique est fondamentale là-dedans. Et puis le 3e point, on a aussi, vous savez, un microbiote, et puis pas mal de choses. Est-ce qu'un jour, on va se poser la question, c'est le vieillissement de notre microbiote? Là, c'est peut-être une boutade, mais on n'est pas tout seul. Et donc, de raisonner, si vous voulez, la cellule 32 qui fait quelque chose, on est quand même un système complexe, et de plus en plus, on découvre qu'on a des interactions. Est-ce que vous avez commencé aussi à travailler sur cet aspect-là? C'est qu'on n'est pas tout seul dans notre corps. Oui, ok. Il y a 3 questions. Ok. Première question, est-ce qu'on prend en considération le temps? Oh, yeah, yes, ok. Je vais rephrase. Okay, there are 3 questions in there. So the first one is, do we take in consideration time? Which is to say that there are, throughout time there's epigenetics. You are born, you probably already get some kind of changement with the mother milk while you're in the womb, how this can affect later on aging. The second question was, there's obviously a complex interplay between the microbiota, which is quite a bit in us, and what is the interaction between a change in microbiota on aging and possible also on senescence, and whether anybody has already taken that into consideration and did appropriate experiments to address these kinds of questions. Yeah. Peter? I guess so. I guess I'll comment on the microbiota. So what you mean by that, I assume, are the bacteria that live inside us, in our guts, and also obviously on our skin. Okay, and in terms of those bacteria and aging, I'm not aware of good evidence at the moment that there's a strong link between them. I assume that will come, because it seems that bacteria and the microbiota do affect pretty much everything. But there is good evidence that the microbiota can affect specific diseases of aging. Okay, so for example, the type of bacteria that you have in your intestine can affect your incidence of colon cancer and also liver cancer.
And what's more, the type of bacteria that you have in your intestine is also influenced by your diet. Okay, so your diet and the microbiota in your intestine interact to determine different types of disease. And so that may be partly why a diet very rich in red meat is thought to promote colon cancer, because the red meat can interact with the microbiota to produce chemicals which can result in colon cancer. So yes, bottom line is the microbiota is very important for aging, I think, probably, but also certainly diseases of aging. Oui, ouais. On fait des expériences dans le domaine et la cause et conséquence en ce moment n'est pas claire, mais il y a une interaction claire entre les deux entités microbiota et notre cellule. Et il y a des indications que qu'est-ce qu'on mange peut influencer certaines maladies, particulièrement le cancer du côlon, ou si on mange trop de la viande rouge, notre microbiota peut en fait digérer cette viande et produire des toxines qui peuvent en fait promouvoir la cancérogénèse dans le côlon. Et aussi ici à Pasteur, il y a en ce moment je pense, la recherche où on trouve que si on change le microbiota, ça veut dire on prend le microbiota d'un jeune souris et on remplace avec un vieux, ça influence le cerveau, la cognition et tout ça. C'est en train je pense c'est l'avenir et de plus en plus de résultats qui vont tomber dans ce domaine. C'est un peu complexe votre question, j'ai du mal à en sortir la... Vous pouvez peut-être préciser un peu ou... Oui. Nous sommes les résultats de l'évolution, donc... Je crois que sur la différence de durée de vie entre les différents mammifères, c'est quelque chose auquel on peut sans doute répondre. So there is a question about the difference in the lifespan between different types of species and why do some species live longer than the others. So it's a question now, and there are many people who are studying. C'est quelque chose qu'on étudie pour comprendre, en effet, mais en effet, on ne comprend pas tout. Par exemple, la souris qui vit très peu de temps a des télomères qui sont très longs. Donc, elle a un autre mode de contrôle de la division des cellules et de l'arrivée à la sénescence cellulaire qui pourtant existe chez la souris et qui est responsable, on l'a vu, hein, des maladies et des pathologies. Donc, bien sûr que ça, c'est de la physiologie comparée
entre les différentes espèces et de laquelle on apprendra certainement beaucoup. Et sans doute que nous sommes plutôt tournés vers... Nous ne connaissons pas exactement toutes ces nouveautés actuellement, enfin ce qu'on a pu tirer de ces expériences-là. Mais en effet, c'est pourquoi aussi on fait ces congrès avec des gens qui viennent d'abord multiples et dans lesquels on apprend beaucoup, parce que ce ne sont pas uniquement des médecins, mais il y a des gens qui travaillent sur la levure, qui travaillent sur le ver, qui travaillent sur la salamandre, qui travaillent sur d'autres espèces, et qu'on essaie d'apprendre justement en échangeant. Mais ça ne se résume pas à une réponse simple, hein, à l'évidence. Oui, j'avais une question un peu... Ok. En fait, la question a évolué parce qu'à chaque fois, j'essaie de poser et donc maintenant, elle devient un peu plus philosophique. Je voulais savoir à quel moment on peut considérer qu'on vieillit. Est-ce que c'est à partir du jour de notre naissance, puisque les enfants très jeunes tombent malades? Est-ce que justement, il ne faudrait pas étudier les cellules à partir de la naissance pour contrôler la vie? Et à partir de 20 ans, on s'aperçoit que déjà, à 20 ans, à 30 ans, on ne peut plus faire les mêmes choses qu'à 15 ans. Donc, on a conscience du vieillissement. Mais je crois que quelqu'un, c'est pas pour terminer, mais c'est plutôt amusant et humoristique, quelqu'un a trouvé la solution. C'est David Fincher. Vous le connaissez avec l'étrange histoire de Benjamin Button. Et qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on est vieux et qu'on voit tout le monde mourir autour de soi? Et ça rejoint la question du monsieur tout à l'heure. C'est bien de contrôler tout, de vouloir vieillir, mais pourquoi faire et pourquoi on est sur la Terre? Et est-ce qu'on n'est pas sur la Terre pour un jour, justement, ne plus l'être? C'est un petit peu la réponse, la questionnement de tout ce qu'on vous a demandé. Friedrich Nietzsche, un philosophe allemand, il a dit qu'est-ce que tu es né, tu es prêt à mourir. Et the question is now, when does aging actually start? So when do we have to intervene? Do we have to intervene right after we are born? What is a good period to intervene into the aging process? And is aging really linked to age, or is there? I can add that chronological aging and biological aging. These are probably not the same thing. So it's a very difficult question to answer, and then I don't have any plausible answer to myself. But from just one anecdotal story, so from my experience, as I'm a medic, originally a surgeon, and then I was in rotating and cardiovascular surgery, and then first thing I was told was the atherosclerosis, particularly the artery aging thing, starting right after you're born. Je peux traduire, mais c'est frustrant. C'est une anecdote de Masashi Narita. Il a travaillé dans un hôpital comme cardiologiste et ils ont trouvé que l'athérosclérose commence après on est né. Oui. Maintenant, on va trouver une autre réponse plus heureuse. Peut-être Peter peut apprendre. I just said it was a bit frustrating, his answer, because we get atherosclerosis right after birth. So maybe Peter, you can add something on a happy ending. Can you? I don't know about happy end. I guess what I will say is that I guess when we intervene, I guess is to some extent it depends on what we want to achieve. Okay, and I think, in my opinion, the goal of aging research is not to make people live longer. Okay, our goal is not to make people necessarily live 150 years. Okay, I think that would create a whole other set of problems which we don't yet know how to solve. The point of aging research is to promote what we call healthy aging. Okay,
So we may all just live till 80 or 90, as we do now, but instead of having 20 years of bad health at the end of life, maybe we would only have 2 or 3 years of poor health at the end of life. Okay, so that's what we mean by promoting healthy aging, as opposed to necessarily making people live forever. Okay, so Ok. Yeah, okay. C'est très bien, c'était très heureux. Et ça veut dire, c'est comme une image, il y a un oiseau qui fait maintenant, soudainement, il tombe, il est mort. C'est exactement, on cherche ça, on vit pas nécessairement plus long, mais en bonne santé, jusqu'on tombe comme un oiseau qui est chanté bien et c'est fini. Ok, je peux. Donc, what is a good diet? At the moment, I think the evidence says there's really two things that we can do. Is reduce calorie intake. I am a big, as I said earlier, I think that sugar, as it's consumed by Western societies today, is essentially a poison. Okay, and the other thing that's been mentioned earlier is exercise. Okay, so exercise and reduced calorie intake, and until we find a drug which can perhaps do the same thing, which people are working on, we're getting there. It's really under our own control. It's all a matter of lifestyle, I think, at this point. Yes. So basiquement, c'est réduire le glucose du sucre et l'exercice. C'est très facile à dire et pas très facile à faire parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Mais sûrement, on peut faire ça. Mais on est en train de peut-être trouver des moyens thérapeutiques pour intervenir avec des petites capsules, etc. Clemens? I just want to add the comment, as much as I agree with Peter Adams, that we strive for healthy aging does not tell me personally that there will be only 2 or 3 years of poor and suffering life. We ask for something very fundamental, essential, and maybe indeed we live longer, but I'm not sure that we will not experience a delayed and equally long stretch of chronic disease later on. That's not yet solved, and that remains a central issue. We asked for something which is maybe beyond what human mankind should ask for. Okay. Et là, Can I ask you want to add something? One just less scientific additional comment. Those 2 points is very important in terms of the evidence and based on the evidence. But actually, I think it's people saying live happily or less mental stress. So for instance, like having a very nice French cuisine with a very nice red wine may not be a bad idea in terms of that you live happily, right? Rather than very stressed with the very little starved or every day. It may not be the good way also. Yeah. Sorry, I might have been... I just do want to say something to finish on a positive note. So there is actually evidence that if you look at some of these very long-lived populations, the Ashkenazi Jews, then they do actually tend to live longer and healthier. Okay, so they don't live to 100 years old and have 30 years of chronic disease. They tend to be much healthier even into very late life. So I think there is evidence that we can achieve this healthy aging that I think we should be aiming for. Vous l'avez ajouté, on peut arriver, rester en bonne santé plus longtemps et en même temps acquérir pas nécessairement plus de pathologies. Je pense qu'il y a des exemples et
on peut arriver. Maintenant, la dernière Oui, question. donc, merci pour toutes ces interventions très intéressantes malgré l'obstacle de la langue. J'avais deux questions. La première, vous avez très peu parlé des maladies neurodégénératives. Et ma question, c'est, est-ce que vous pensez que si nous pouvions échapper à toutes les autres maladies, nous aurions tous la maladie d'Alzheimer à 120, 130, 140, 150 ans, ou bien est-ce que c'est seulement une partie? Moi, ma conviction, c'est tout le monde, mais j'étais intéressé par rapport à la réponse. La deuxième chose, c'est par rapport au fait, la dernière ligne qui est là. Quels avantages pour la société d'avoir une population âgée? Je voulais d'abord donner ma réponse et puis arriver à la question. Donc, les avantages d'une population qui avance en âge, ils sont innombrables quand c'est une population en bonne santé. Ça permet une société plus harmonieuse, économiquement plus stable, avec plus d'attention pour l'environnement, plus pacifique, plus heureuse. Mais en fait, on a peur de ça parfois parce qu'on a peur des progrès technologiques. Et aux États-Unis, il y a de plus en plus de scientifiques qui luttent contre le vieillissement de manière globale. On appelle ça parfois pas l'immortalité, mais la mortalité. Il n'y a pas que les transhumanistes, c'est plus large que ça. Il y a Google Calico, il y a la Chan Zuckerberg Alliance, il y a IBM, enfin bon. Maintenant, par contre, au niveau européen, il n'y a pas la vision globale de nous, et je pense que ça s'entend un peu ici, il n'y a pas la vision globale de nous pouvons mettre fin au vieillissement. Il y a la vision parcellaire, chacun dans son petit pré, et on fait des avancées, mais il n'y a pas, encore une fois, la vision globale, nous pouvons mettre fin au vieillissement. Et ne pensez-vous pas qu'il est souhaitable d'avoir non pas seulement plus de recherche au point de vue théorique, mais plus de recherche au point de vue pratique pour pouvoir arriver à lutter efficacement contre les maladies aussi ici en Europe, afin que cela soit accessible, puisqu'ici c'est quand même beaucoup des recherches publiques, afin que ça soit accessible plus rapidement pour tous et pas seulement pendant une période transitoire pour les plus riches, parce que ça c'est un risque, je pense, si les recherches globales de lutte contre le vieillissement se font aux États-Unis et en Chine et pas ici. I will say it in English because it will go faster. So I think, my first question was about neurodegenerative diseases. You didn't speak a lot about the neurodegenerative diseases. Do you think if we can escape all other diseases, will we all have Alzheimer's disease or not? And my second question is about the global struggle against aging. So in US you have like Google Calico and Chan Zuckerberg initiatives and others who are really fighting against aging seen as something global, trying to reach what I would call and what some people call immortality, not dying of diseases related to old age anymore. In Europe, you don't have this global vision that we can defeat aging. And there is maybe a risk that defeating aging will work in US and in Asia, and it will be, in the first time, expensive. If the study is made here, if there is really also this global fight in Europe, it will be more easily available for everybody faster. So my question is, how do you think it would be good to have this global vision? How can you promote this global vision also in Europe? So I think first question, I don't know, I can answer to the second question, my opinion. I mean, I think one of an event, I mean, what happens in the US, particularly now with Google and Calixico and so forth, these are private firms, right? I mean, Google spends an enormous amount of money to push certain things. Ah, yeah. Ah oui, ok. Because he posted, ok. Mon réponse personnelle, mais je pense c'est des boîtes privées, Google, Calixico, etc. On ne sait pas à quelle fin ils vont faire ça. Si c'est globalement, et encore, il n'y a pas certains gens qui peuvent vraiment prendre les résultats pour faire quelque chose pour la vie. Mais en Europe, il y a déjà une fondation Sens of Negligent Senescence. Il existe. À la fin, oui, on peut discuter qu'est-ce que ça donne ou pas donne, mais je pense à un événement comme ici, pour ouvrir ça vraiment pour le public, pour engager le public aussi, peut dissiper notre
notion quand on peut attaquer tout ça ensemble. Parce que là, nous, chercheurs, on est dépendants de la publique aussi. C'est l'impôt qui donne beaucoup d'argent pour la recherche et on doit faire convaincre la public, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait, et on doit aussi être clair qu'est-ce qu'on peut faire. On peut imaginer beaucoup de choses, mais on doit rester avec les deux pieds sur la terre aussi. Et je pense en Europe, on a personnellement plus réaliste comme en États-Unis. Et en États-Unis, ils prennent plus le risque. Ils avancent très vite. Et nous, on réfléchit un peu plus longtemps. Et je pense que c'est des deux côtés qui peut être avancé globalement pour toute la Terre, la chose. You have a comment on that? Second question was about neurodegeneration. We talked very little about it. Is it, in a way, happening that once we pass all other diseases, we just going to get Alzheimer's disease, Parkinson, all these neurodegenerative diseases? And even if we beat Alzheimer's and Parkinson, what's next? You answered? Did you? Okay. To that question about neurodegeneration, I would just say again that the goal of aging research is to find the underlying cause of all of these diseases so that we can prevent not just cancer, but cancer, diabetes, heart disease, Alzheimer's, and we can prevent all of them, and as I say, promote healthy aging across the board. So no, the vision would not be to cure cancer so we all get Alzheimer's. So I'll just add that the US government has increased the most funding for research to Alzheimer's disease. So it's sort of taken over the effort to fight cancer. Now the effort is more geared to fighting Alzheimer's disease and neurodegeneration. En fait, aux États-Unis, l'Institut national de recherche pour le vieillissement, ils ont augmenté le financement pour la recherche Alzheimer et Parkinson, etc. Et je pense que ça va arriver ici aussi. Alors, dernière deux questions. Deux petites questions. Ok, très bien. Des questions très courtes. Merci. Une question pour tout le monde en fait. Si on veut vous poser des questions sur le sujet, après la conférence, est-ce qu'on peut vous joindre sur un site ou quelque chose comme ça? Sur un site. Un site web. Pour l'autre question. Voilà. Pour l'autre question. Ouais. Je vous donne mon adresse email. Il n'y a pas un site sur non, la pas séquence. encore. Non, pas encore. Non, on n'a pas encore fait ça, mais je pense que c'est une super idée pour collectionner toutes les questions et pour répondre. Et, il y aura une autre conférence comme ça-ci une autre conférence comme celle publique, c'était un test. Je pense que c'est bien réussi. Et je pense maintenant on va... je parle pour Pasteur, je ne peux pas, mais personnellement, je voudrais refaire. Peut-être c'est pas moi, il y a d'autres chercheurs sur le campus qui peut faire ça aussi. Et je pense, oui. Et il y a encore des questions, je pense. Et tout le monde peut revenir une autre fois et pour reposer des autres questions. Oui, j'avais une question qui pouvait concerner l'ensemble des chercheurs ici, et que je vais poser directement en anglais pour que ça aille plus rapidement. Is the CRISPR-Cas9 gene editing tool helping any of you in your respective field of research? And I've had a second question for Mrs. Salamander, researcher. If you were to give an estimation, how far are we from salamander regeneration-based research to potential human practical application? C'est un chercheur futur, voilà. So regarding the CRISPR-Cas, so it has revolutionized the research for people that work in non-classical models. So, now it allows you to edit the genome of any organism
And then we can access, interesting biological knowledge from all sort of species that are there that before we just couldn't. So in our case, we do CRISPR-Cas in salamanders. And in terms of how far we are, well, I think we're not there quite yet, but independently of that, there's a lot of knowledge that we're gathering about how salamanders are able to regenerate different structures that then can inspire perhaps not the regrowth of a mammalian limb, but techniques for promoting de-differentiation, for example. So we have uncovered in our lab like a chain of molecules that are involved in de-differentiation, and there are groups that have taken that knowledge in order to generate salamander-like strategies to generate muscle cells, for example, in humans. So. Tu veux traduire? Non, je rigole. Oui, ok. Je cours. Il y a le cas CRISPR, c'est une méthode editing génomique. On peut remplacer des choses plus ou moins faciles, comme un Lego. On prend une chose, on remet une autre chose. Et on n'a pas encore changé le génome pour vivre plus longtemps. Mais je pense qu'il est en train de faire, quelqu'un va le faire. Et concernant la question de salamandre, oui. Je pense que c'est essentiellement ça. On peut étudier beaucoup de choses dans notre organisme qui sont plus ou moins trouver un moyen de régénérer des choses beaucoup mieux, comme le salamandre et zebrafish aussi, un poisson et des autres organismes. Et on peut étudier ça approfondi pour vraiment comprendre comment ça se fait. Peut-être il y a un jour où on peut appliquer exactement ça pour notre santé. Alors maintenant, excuse-moi, on va finir des questions et réponses. Et je vous remercie très chaleureusement pour être venus nombreux et les questions étaient super. Et merci beaucoup.